Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle Malte Academy. Alors avant de démarrer et d'introduire un petit peu le sujet, on va en profiter pour faire un petit test, s'assurer que tout fonctionne correctement. Et également, je vais pouvoir vous parler rapidement des Malte Academy, parce que peut-être que vous aussi, vous avez envie d'en animer. Il y a peut-être des sujets qui vous intéressent. Donc, bien sûr, vous pouvez tout à fait, comme Chloé aujourd'hui, que je vais présenter dans quelques secondes, vous pouvez également proposer d'animer des Malte Academy sur les sujets qui vous plaisent. Je vais vous partager dans quelques secondes sur le chat. Oui, sur le chat, je vous enverrai le site Malte Academy qui vous permet d'une part de proposer des sujets. Donc, il y a un petit bouton en haut à droite de l'écran qui vous permet de postuler. Et donc, il y a une personne de l'équipe Community chez Malte qui reviendra vers vous pour en discuter. Ça vous permet également d'avoir accès à toute la liste des prochaines Malte Academy qui sont proposées à la fois par des malteurs, donc des personnes qui travaillent chez Malte, ou bien des freelances de la plateforme ou des partenaires. Et enfin, vous pouvez accéder à tous les replays. Donc, ça fait 1 an qu'on organise des Malte Academy. Il y en a à peu près 200 déjà qui ont été organisés grâce à vous. Donc, n'hésitez pas à aller consulter tous les replays si vous êtes intéressé. Avant de démarrer, on va aussi faire un petit test. Donc, vous êtes censé m'entendre correctement et donc bientôt entendre Chloé correctement. Vous êtes censé voir apparaître à l'écran une slide et le son est censé être correct. Donc, je veux bien juste que vous puissiez nous le confirmer sur l'onglet chat. Bonjour à tous, bonjour Claire, bonjour. Vous avez également l'onglet questions. Vous allez pouvoir nous envoyer toutes vos questions pendant la présentation et du coup, Chloé y répondra au fil de l'eau. Donc, n'hésitez pas à bien penser à poser vos questions sur le bon onglet. Merci. Donc, je vois que tout fonctionne correctement. Donc, pour revenir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc je suis ravie. On accueille Chloé qui a fondé Ada Tech School. Donc, elle va pouvoir se présenter dans quelques secondes. Donc, c'est une école de code féministe. Je pense qu'elle pourra vous en dire un petit peu plus justement sur l'école. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment combattre les stéréotypes dans la tech, un sujet qui certainement nous touche tous. J'espère que vous aurez plein de questions. Donc, le but, c'est que ça soit vraiment très interactif, cette présentation. Il y a une vingtaine de minutes de présentation et puis après, ça sera plutôt un échange. Donc, n'hésitez pas à envoyer toutes vos questions. Et puis, je te laisse la parole, Chloé. Merci encore une fois d'être présente avec nous ce midi. Et puis, à tout à l'heure. Merci, Fanny. Bonjour à toutes et à tous, enchantée d'être là. Attendez, je vais projeter ma slide comme ça vous voyez le nom. Donc moi c'est Chloé Hermary. Je suis la CEO et fondatrice et donc directrice de l'école Ada Tech School. Aujourd'hui on parle des comment combattre les stéréotypes dans la tech. Petit disclaimer, ça va être très orienté femmes, genre. Néanmoins, je pense que les stéréotypes ont beaucoup de rôle à jouer dans beaucoup d'autres cas, que ce soit en termes de genre, en termes d'orientation, d'origine sociale, d'origine raciale, etc. Donc voilà, les stéréotypes sont lourds dans la tech, je pense que vous le savez, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Mais là, on va parler beaucoup de femmes, même si quand on dit qu'Ada Tech School, c'est une école féministe, c'est vraiment une réflexion autour de justement... c'est pas qu'une école de femmes, hein, c'est une école mixte et qui se réfléchit autour de le droit à être un peu qui vous voulez, où vous voulez, dans quel job vous voulez, quel que soit votre genre. Et d'ailleurs, je souligne, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes dans cette room, le féminisme, c'est aussi une question autour du droit d'être l'homme que vous voulez et la femme que vous voulez. Donc voilà, donc globalement, on va parler des stéréotypes parce que c'est lourd dans le féminisme, mais il y a beaucoup de sujets autour de ça. N'hésitez pas à poser vos questions dans la room, soit on pourra interagir en plein milieu si c'est à ce moment-là facile ou on en parlera à la fin, mais plus c'est interactif, plus c'est sympa. Du coup, pour démarrer, je vous ai fait des slides, c'est plus pour m'aider sur le déroulé. Il n'y a pas de grands outputs de ces slides. Derrière chaque produit, alors elles sont en anglais parce que je les ai préparées pour un autre event, mais je parlerai en français. Donc pardonnez-moi parfois des sortes de traductions littérales mentales
immédiate. Donc derrière chaque grand produit tech, devinez ce qu'il y a, surtout des hommes blancs qui ont fait des écoles d'ingénieurs. Donc ça, c'est un petit peu le constat aujourd'hui qu'on fait dans la tech. C'est un milieu avec assez peu de diversité et qui soit donc des diversités en termes de genre, des diversités en termes d'origine. Ça commence à venir, mais c'est un peu le grand sujet de la tech sur quoi il se bat. Pour le petit clin d'œil sur les femmes, en fait, ce qui est assez amusant de regarder, et c'est ça qui est aussi rigolo à regarder du côté des stéréotypes, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de noms de grandes femmes, de femmes qui ont marqué l'histoire de l'informatique et qui ont intégré, imprimé leur vision, leur innovation, etc. Et ce qui est assez fascinant c'est qu'en fait, beaucoup de ces grands noms ont été un petit peu oubliés, éradiqués. Alors, pareil, ces dernières années, on en parle beaucoup plus. Ada Lovelace a très grande presse. Il y a de plus en plus d'ailleurs de start-up ou d'initiatives qui reprennent son nom. Mais globalement, on est dans une tendance de remontrer un petit peu l'histoire et de ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant de regarder dans l'histoire, c'est que déjà de se dire que on peut souvent invoquer le fait qu'il n'y ait pas de femmes dans la tech parce qu'en fait, elles n'aiment pas trop ça. Parce que, ça, je l'ai déjà entendu, même elles ne sont pas très fortes à ça. L'idée, c'est déjà de dire qu'en fait, il y a eu des pionnières en termes dans l'informatique qui ont, pour certaines, inventé le Wi-Fi, d'autres envoyé des hommes sur la Lune. Pour Ada, elle a créé le premier algorithme de l'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire, peut-être que je vais rapidement le faire. Ada, c'était une passionnée de mathématiques qui du coup a étudié une discipline qui n'était pas vraiment faite pour elle normalement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la mère d'Ada était mariée à Lord Byron, qui est un poète anglais qui l'a trompée et s'est barrée avec sa belle-sœur, etc. Une histoire assez sordide. Et du coup, la mère d'Ada s'est dit, elle peut pas faire de la poésie parce que sinon elle va finir comme son père. Donc sa mère l'a inscrite dans des cours de maths. Ada a fait beaucoup de mathématiques. Elle est devenue complètement fan du truc. Sauf que du coup, c'était pas un truc vraiment fait pour les femmes à cette époque. Et du coup, elle a eu une vie assez malheureuse. À essayer de vivre et de vivre de sa passion et de vivre sa passion. Elle était très malheureuse dans son rôle de maman. D'ailleurs, elle s'occupait beaucoup plus dans les maths. Bref, histoire un peu romanesque d'un génie incompris et qui n'avait pas trop le droit d'exercer son génie parce que notamment c'était une femme. Ça c'est pour la petite histoire d'Ada, c'est important parce que nous c'est le nom de l'école et nous on l'a pris parce que à la fois c'était important déjà parce que je le trouvais joli, également parce que je trouvais ça cool d'avoir une école d'informatique avec un nom qui casse un peu les codes du genre, un nom féminin, parce que c'est celle qui a inventé le premier algorithme de l'histoire. Et puis troisièmement aussi, il y a plein de raisons. Troisièmement, c'était une personne qui du coup voulait vivre de sa passion mais ne pouvait pas. Quatrièmement, en fait, ça permet de re-rendre justement ces personnes invisibilisées. Et je suis pas du tout quatrième, je dois être au septième, la septième raison. Ça permet aujourd'hui à des femmes de se dire que en fait, il n'y a pas de raison. Il y a pas de raison de recevoir l'argument, c'est pas fait pour vous, parce qu'en fait, il y a bien un certain nombre de personnes qui ne sont pas toutes là, qui ont montré que c'était possible. Ça, c'est un petit peu sur l'histoire de l'informatique et c'est intéressant à remettre dans le contexte parce qu'aujourd'hui, il y a peu de femmes dans l'informatique. Il y en a 10% dans les écoles d'ingénieurs, mais en fait, c'est une chute, quoi. Elles étaient 37% en 1985. Et merci Nicolas, team Ada. Elles sont 10% aujourd'hui. En fait, il y a moins en moins de femmes dans l'informatique. Et en plus, il y a un deuxième effet. On va y revenir un peu avec il y a une double peine. C'est non seulement elles s'orientent moins dans l'informatique, mais en plus, elles en partent. Le chiffre que j'ai là, c'est que 56%, c'est un chiffre de la Harvard Business Review, je crois que c'est ça son nom, qui dit que 56% des femmes, en fait, à partir de la mi-carrière, donc ça va à peu près, je crois qu'ils ont compté ça au bout de 10 ou 15 ans, en fait, quittent leur poste technique parce que elles sont pas contentes. Les stats françaises, il y a
Alors, les stats françaises, je ne l'ai jamais retrouvées. C'est GenderScan qui a sorti une étude dessus. Vous pourrez regarder, qui ont fait une enquête et qui vont refaire une enquête cette année. La personne à qui j'avais parlé de GenderScan m'avait dit 40%. J'ai recherché et recherché et recherché. Pour l'instant, c'est qu'une stat américaine. Il y a Accenture aussi qui a sorti une stat similaire. Mais pareil, c'est pas français. Donc, on devrait avoir des stats françaises parce que GenderScan refait une grande enquête qui va être lancée dans un mois et donc on devrait avoir des stats françaises d'ici là. Donc, de moins en moins de femmes. En vérité, il y a de moins en moins de femmes dans l'informatique parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui s'y orientent. Parce que aujourd'hui, il y a une trend d'aller apprendre à coder. Et donc, du coup, en fait, les hommes vont dedans. Mais ce qui est marrant, c'est que proportionnellement, les femmes ne vont pas plus dans l'informatique que en fait, la croissance des hommes. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que forcément, sur un gâteau qui devient plus grand, la part des femmes reste constante et donc, du coup, la part des femmes diminue. Comme la part des femmes diminue, elles sont de moins en moins nombreuses. En école, on estime à 70% de personnes, c'est une stat social builder, ça vous pouvez la retrouver en ligne, 70% des femmes déclarent avoir été victimes d'actes sexistes, donc que ce soit des blagues forcément ou carrément des comportements de harcèlement. Et ensuite, on se retrouve dans le milieu professionnel où également, forcément, quand on est en grande minorité, elles se sentent pas bien et donc elles partent, 56%, c'est le chiffre. Donc ça, c'est un peu la tendance un peu déprimante s'il en est, mais sur lequel, justement, l'objectif, c'est d'en parler aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser la tendance. Pourquoi c'est un problème cette dimension de il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de femmes ou il n'y a pas de diversité. Et là, je veux parler de la diversité également au sens large, même si en France, à nouveau, exactement, les scandales dans les gros jeux de vidéo, Ubisoft dernièrement, il y en a eu chez Uber aussi, je crois, récemment. Bref, en gros, dans les boîtes s'installent une culture quand même relativement boys club, parce que en vrai, quand on est 90-10, c'est difficilement évitable, quoi. Juste dans une classe de 30, si vous êtes dans une classe de 32, si vous êtes deux femmes, et que chaque mec fait une blague par mois, donc c'est pas beaucoup une blague par mois, et tout le monde se dit franchement ça va, j'en ai fait une dans le mois, et en fait ces meufs, elles se sont tapées une blague tous les jours sexiste. Et donc, c'est ça qui, en fait, c'est ce déséquilibre qui crée la dimension d'oppression, de harcèlement, etc. C'est que quand tu as une toute petite tranche, forcément, tu es beaucoup plus exposé au dérapage des autres. Bon, ça, c'était blague à part, mais c'est pour dire que l'idée, c'est pas de shamer les gens, c'est de dire que c'est un peu porté par le système. Et paradoxalement, les conférencières sont hyper présentes dans la tech. Ça, c'est un mouvement qui est fait pour créer des rôles modèles, créer des rôles d'identification. On en reparlera après sur les solutions, mais on est sur une grosse tendance inverse aujourd'hui. C'est pas pour rien que la Malte Academy fait une conférence aujourd'hui là-dessus. On voit beaucoup, c'est un sujet très, très à la mode, quoi. Mais pourquoi c'est un sujet à la mode et pourquoi tout le monde en parle ? Bon, il y a une dimension de justice sociale, vous êtes féministe, vous l'êtes pas, etc. Mais il y a aussi une dimension aussi de justice sociale sur les outils qu'on utilise. C'est aussi un peu le mot à la mode, c'est les biais les biais algorithmiques, entre autres qu'on intègre dans les produits. Alors, il y a dans les algorithmes d'IA, mais il y a également tout simplement des biais de conception qu'on a dans les outils. C'est-à-dire que comme aujourd'hui, la techno, le code et les outils numériques sont en train de changer le monde. Ils sont codés par globalement toujours les mêmes personnes. Et donc, du coup, en fait, il y a des énormes biais cognitifs. Ça marche pour les femmes parce que ça, c'était un truc que vous avez montré. Le nouvel iPhone, en fait, il est fait pour des mains d'hommes. On n'arrive pas à taper. On peut pas, quand on tient comme ça, on ne peut pas taper le 1. Et donc, c'est typiquement un truc qui a été fait pour des plus grandes mains. Mais il y a aussi quand l'algo de reconnaissance faciale qui demandait aux personnes asiatiques d'ouvrir les yeux et qui marchait pas bien sur les personnes asiatiques. Ça a été aussi montré, je crois, sur Twitter avec les personnes noires, etc. Je crois que l'algorithme reconnaissait moins bien ces personnes. Donc plein de biais qui sont intégrés comme ça, qui posent problème. Alors à la fois pour nous en tant qu'utilisateurs et utilisatrices, mais aussi en tant qu'entreprise, parce que s'il y a un GPS, c'est le cas aussi, les GPS reconnaissaient très mal les voix de femmes. Mais en fait, ils ne marchent pas, quoi, les GPS. S'ils ne peuvent pas s'adresser à 50% de la population, c'est que le produit, il est foireux. Donc, premier point,
qui peut expliquer de pourquoi un peu c'est devenu le sujet et pourquoi c'est un problème et pourquoi j'ai envie de vous convaincre que c'est un problème aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait. Une dimension économique également, vous le savez, la tech est juste en train d'exploser. On a un problème, un problème de pénurie de talent, on ne forme pas suffisamment de gens. Donc du coup, pourquoi se couper de la moitié de la population? Et ça, c'est vraiment des trucs dada. C'est pour ça qu'on a fait une énième école de code, c'est qu'on considère aujourd'hui que les écoles de code, pour la plupart, ne savent pas parler à suffisamment de monde, quoi. On a besoin d'ouvrir les possibilités de talent qui se forment aujourd'hui à la programmation pour pouvoir répondre à un besoin marché, tout simplement, quoi. Donc économiquement, c'est un manque à gagner de ne pas s'adresser toujours à la même catégorie de population. Troisième point, c'est une dimension de performance. C'est tout simplement, c'est prouvé, c'est le BCG, je crois, qui a fait, où vous regarderez les études McKinsey, Why Diversity Matters. Et c'est on évalue à 19% de revenus en moins pour les... on évalue à 19% de revenus d'innovation en plus pour les équipes qui ont un bon ratio de diversité. Donc, en gros, on gagne plus d'argent quand on a une équipe diversifiée. Et enfin, dernier point, et ça, peut-être que si vous avez bossé dans des équipes pas du tout diversifiées, vous l'avez ressenti. Moi, ça a été mon cas, donc pas dans la tech, mais dans la finance. Bosser dans une entreprise où on est tous les mêmes, ou du coup, à l'inverse, moi, j'étais une femme et j'étais qu'avec, en gros, des mecs... tous le même type de profil de mec, c'est pas très agréable. En fait, il y a une culture qui s'instaure. Déjà, il y a des erreurs qui se font, il y a une culture qui s'instaure, c'est lourd pour tout le monde. Et en fait, la diversité, ça permet de créer une meilleure qualité et une meilleure qualité de travail, en fait, plus de bien-être au travail. Et aujourd'hui, c'est 39% des employés qui disent, donc là, je m'adressais aux entreprises quand je disais ça, 39% des employés qui disent, moi, en fait, je quitterais une entreprise pour en rejoindre une où il y a plus de diversité parce que je me sentirais mieux. C'est 53% pour les millennials. Pour les générations Z qui arrivent, c'est 70%. Donc, c'est un sujet qui est de plus en plus important pour les futurs collaborateurs et collaboratrices. Voilà donc sur le problème et la conviction de ceux que je n'avais pas encore convaincus. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est It's time to break the vicious circle. Il faut arrêter ça. En fait, qu'est-ce qui se passe exactement? À nouveau, c'est un problème vraiment complexe et systémique. C'est pour ça que je parle de féminisme, etc. On y reviendra. Mais l'idée, c'est pas de pointer du doigt les personnes. C'est vraiment quelque chose d'assez long. En fait, le premier chose qui rentre, c'est les stéréotypes. Alors nerd, geeks et programmers, ça c'est vraiment les stéréotypes clichés, c'est presque les clichés, mais il y a aussi en fait c'est ce qu'on associe à la programmation, qui en gros se disent faut être hyper technique, solitaire, pouvoir bosser de nuit, bon ça c'est un peu vraiment le cliché. Et du coup, en fait, qui sont des choses auxquelles aujourd'hui les femmes sont moins sociabilisées. On va leur dire, en gros, les femmes deviennent des infirmières, les hommes deviennent des ingénieurs. C'est un peu ça dans les grandes lignes, mais ça explique pourquoi des professions sont aujourd'hui hyper féminisées ou hyper masculines. C'est qu'en fait, on éduque les femmes à être d'une certaine manière, on éduque les hommes à être d'une certaine manière, et du coup, clac, on les met dans des cases. Donc, ces stéréotypes font que les femmes ne sont pas très attirées par la discipline. Je dis les femmes, je suis désolée pour les grandes généralités où je vais dire les hommes, les femmes, etc. Vous comprendrez que c'est par des facilités. Il n'y a pas... l'idée, c'est pas... Donc, du coup, j'espère avoir des femmes ingénieurs là-dedans qui me disent « Mais moi, ça m'a toujours passionnée. » Enfin, évidemment, mais je parle d'une masse, quoi, et d'une masse qui résulte aujourd'hui à ce fameux 90-10. Donc, globalement, les femmes sont assez peu attirées. Ensuite, elles arrivent. Il y a quand même une dimension de discrimination quand même sur le mode de sélection, des modes de sélection parfois hyper compétitifs, des curriculums qui sont designés pour des personnes qui ont souvent déjà codé. Il y a une étude, à nouveau je rentre dans les solutions, mais il y a une étude qui a été faite à Carnegie Mellon, qui est une université américaine, où ils se sont rendus compte que quand ils ont enlevé le prérequis d'avoir déjà codé dans leur computer science major, enfin leur dernière année en computer science, à partir du moment où ils ont enlevé ce filtre, en fait, ils ont ouvert énormément leur pool de talent et mécaniquement, en fait, ils se sont retrouvés avec, je crois que c'est 40% de candidatures féminines juste en enlevant ce critère-là, en fait. Parce que ces critères de sélection, ces critères, machin, ils créent en fait une forme de censure. Et qui fait que en fait, on a moins de personnes qui candidatent ou des personnes qui rentrent moins dans les clous.
C'est un truc qui a été vu aussi cette année à l'ENS, où ils ont enlevé les oraux après l'ENS et se sont restés sur l'écrit. Et en fait, ce qui était fascinant, c'est qu'en enlevant les oraux, donc en enlevant potentiellement le regard humain sur les candidates, ils se sont retrouvés avec le plus fort taux de féminisation qu'ils connaissaient depuis des années. Je crois qu'on est sur du 50-50 quasiment, alors qu'ils étaient sur du 15-85. Je suis pas sûre sur les chiffres, mais en gros, vous pourrez regarder. En fait, visiblement, l'interaction de l'humain et de, en fait, c'est quoi ce qu'il faut pour rentrer à l'ENS, faisait que, en fait, les femmes n'étaient pas sélectionnées. Donc, du coup, une question aussi sur les biais de recrutement, c'est un peu aussi le truc dont tout le monde parle, mais qui crée une forme de censure. Donc, stéréotype, censure / discrimination, du coup, elles ne rentrent pas. Et ensuite, elles sont 10% dans les écoles ou dans les trucs. Et là, du coup, on se retrouve face à évidemment des problématiques de sexisme ou de harcèlement. Et donc, du coup, ils se sont... du coup, en fait, elles partent. T'arrêtes, parce que c'est insupportable à vivre. Et donc, il y a un moment où t'arrêtes. Et donc, du coup, les représentations se renforcent, puisque y a de moins en moins de femmes. Et donc, du coup, les filles qui se grandissent, elles ne voient pas de femmes. Et donc, du coup, elles se disent, c'est pas pour elles. Donc, c'est un affreux cercle vicieux. Et que du coup, il est temps de dépasser. Ouais, ça c'est la conclusion encore plus déprimante, mais je vais arrêter avec les stats déprimants. C'est en gros, dans 100 ans, on a un peu l'impression que, et c'est souvent ce qu'on dit, non, mais le mouvement est en marche, les choses se font. Alors oui, moi je suis hyper optimiste dans ce sens-là, mais il ne faut pas se dire que les choses se font tout seules et que tranquillement, on voit les questions de racisme aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui se fait tout seul et après des années d'abolition, des siècles d'abolition de l'esclavage, on a encore aujourd'hui des énormes traces de racisme dans notre société, quoi. Donc il ne faut pas se dire que les choses se font toutes seules. Et voilà, la conclusion, c'était en gros, en fait, même dans 100 ans, en continuant avec ces tendances-là, le gender gap, il ne sera même pas équilibré. Donc il ne faut pas se dire non plus que c'est quelque chose qu'on peut laisser se faire et que on verra bien. Les solutions, du coup, un peu pour venir dans les choses qu'on peut proposer comme solution. L'histoire, je vous parlais tout à l'heure des personnes qui ont marqué l'histoire, et c'est au même titre, du coup, je suis désolée si parfois c'est des choses que je fais maladroitement, mais au même titre que quand on raconte la colonisation aujourd'hui, on la raconte mal aux lycéens. Enfin, moi, en tout cas, on me l'a mal raconté, j'espère qu'ils ont changé. Mais c'est de re-raconter l'histoire de l'autre manière pour pouvoir permettre, en fait, dans l'éducation et dans la vision qu'on a de l'histoire, de casser ces stéréotypes, de casser ces comportements sexistes, racistes, etc. Donc, l'histoire, c'est important de remettre en valeur les personnes qui l'ont marqué, ce qui s'est passé, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça, à nouveau, que j'aime beaucoup le féminisme, parce que c'est un courant historique, quoi. C'est un courant qui... on regarde comment les personnes se sont battues pour le droit de vote, en fait. Si on regarde dans l'histoire, c'est le mouvement de l'histoire, en fait, de se battre pour ces droits, pour les personnes qui ont été dominées. Donc, histoire, c'est hyper important de rappeler qui a marqué l'histoire, comment ça a été qui ont été les fruits, un peu diversifier aussi nos rôles modèles de Marie Curie. Marie Curie, c'est quand même un gros complexe à porter pour les meufs. Genre, s'il faut être Marie Curie pour réussir, franchement, il y en a pas en avoir beaucoup. Donc, ça serait cool qu'on ait le droit à des rôles modèles un peu plus accessibles, mais c'est important de remettre, redonner une place aux femmes dans l'histoire. Il y a beaucoup de cas de personnes, je crois que c'est, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, j'ai lu un super livre qui s'appelle Les oubliés du numérique d'Isabelle Collet, et je sais plus c'est quel vaccin en fait qui a été inventé par la femme du mec qui s'est pris tous les les lumières de cette histoire, mais en plus il y a beaucoup de femmes qui se sont fait un peu gentiment spolier de ce qu'elles faisaient. Donc l'idée, c'est l'histoire, reconstruire l'histoire, se reposer la question, recontextualiser les choses, recreuser ça. En vérité, il y a quand même énormément de recherches qui ont été faites, énormément de points de vue qui sont nés aujourd'hui de l'histoire. Faisons-le, ça permettra à des jeunes femmes ou à d'autres personnes de se reconnaître dans l'histoire de l'informatique, par exemple. Deuxième point, c'est les messages. Alors là, je m'adresse un peu aux entreprises. Et c'est un peu ce que Benoît demandait sur les conférencières dans la tech. Donc, par souvent les entreprises pour justement montrer qu'elles veulent recruter des femmes, elles montrent des femmes. Et en fait, au fond, c'est une très, très bonne chose. C'est envoyer un signal
au fait que déjà rendre du coup des gens qui ne sont pas très visibles parce que c'est des minorités, tu les montres et ça permet de dire aux personnes qui seront des minorités de se dire, en fait, elles existent, regardez-les, etc. Vous, si vous venez, vous avez quelqu'un qui vous ressemble, quoi, et qui sera là. Donc, en vérité, le signal d'envoyer dans une entreprise aujourd'hui, de faire des politiques de diversité et d'inclusion, accueillir des meet-up pour femmes, de faire donner la parole à ces développeuses, etc. etc. Et là, je parle vraiment à nouveau, ça marche pour toutes les minorités. Ça envoie un message, ça envoie un signal qui est important et qui est important pour une personne qui va être en minorité d'arriver, de se dire, en fait, on me comprend, on m'a entendu, on sait ce qui peut se passer en entreprise. Bref, j'ai le droit à la parole. Ça, à nouveau, la parole, c'est un peu le sujet du moment, on le voit dans les médias. En gros, j'ai le droit de parler si jamais je vois que quelque chose n'est pas OK ou je ne me sens pas bien. Donc, les signaux, c'est important pour que quelqu'un se sente de se dire « cette entreprise me comprend, cette entreprise, j'ai envie d'y aller, ça va être… On est toujours plus… En vérité, on va toujours vers des endroits où on sent qu'on va être accueilli, plutôt des endroits où on sent que ça ne va pas être le cas, quoi. Donc, les messages. Je dis peut-être des trucs qui paraissent un peu grands, mais je voulais juste rappeler les différentes solutions qu'on peut avoir en tant qu'entreprise, en tant que personne. L'éducation. Alors, l'éducation, c'est très, très vaste parce que dedans, il y avait un peu l'histoire. C'est ce qu'on travaille aussi avec Adam et c'est aussi ce que vous pouvez travailler si vous avez des enfants. C'est comment, en fait, on éduque nos enfants. J'écoutais un podcast qui s'appelle Une chambre à soi. Les femmes sont-elles des hommes comme les autres? Et ils interviewaient des personnes dans les crèches. Et c'est hyper intéressant parce que ces personnes dans les crèches, en fait, elles te racontent que, ouais, effectivement, en fait, quand Micheline, elle arrive et elle lui dit « Oh là là, mais qu'est-ce que t'as une jolie robe, t'es jolie aujourd'hui, nanana, machin. » Elle tombe, tu la relèves, tu dis « Ça va, tu t'es pas fait mal, etc. » Et de l'autre côté, quand Michelin, il arrive, c'est plutôt… Oh là là, mais qu'est-ce que t'es fort, machin, montre-moi ce que t'as fait, etc. Et Michelin, il tombe, on le relève pas en lui disant est-ce que ça va, Michelin, quoi. Et en fait, toutes ces petites interactions qu'on va avoir dans la société vont faire que on va être sociabilisé, on va avoir une ambition dans la vie, on va être tourné en fait vers une orientation qui nous semble beaucoup plus naturelle parce que en fait la dame de la crèche, nos parents, tout le monde t'a influencé. Donc ça, c'est un énorme truc à déconstruire. C'est un poids culturel que tout le monde se trimballe, évidemment, mais qu'il peut déjà être intéressant de considérer sur voilà, comment on s'adresse à nos enfants et comment on a envie de les éduquer, quoi. Et puis, sur un point de vue aussi de l'éducation, c'est quelque chose sur lequel on travaille pas mal à ADA, c'est quoi l'excellence? C'est quoi la réussite? Parce qu'aujourd'hui, en fait, la réussite a des connotations encore très associées à la masculinité. Alors, ça ne veut pas dire que c'est masculin, parce qu'il y a des femmes qui veulent le faire, mais c'est la compétition, gagner beaucoup d'argent, travailler énormément, d'ailleurs ne pas forcément s'occuper de ses enfants, etc. Et je pense que c'est d'ailleurs une notion de la réussite qui est de plus en plus contestée. Vous êtes freelance, je pense que c'est pas pour rien. C'est que vous cherchez une forme de liberté, très probablement. Mais c'est quoi demain c'est comment on apprend aux personnes à voir leur propre réussite, à voir le chemin qu'ils ont envie de se construire, la confiance qu'ils ont en eux, la confiance qu'ils ont dans leur capacité, leur ambition, comment ils se voient, etc. Et je pense que, en tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on travaille avec un système où il y a peu de compétition, un système où il y a beaucoup de place laissée à la parole, un système où on apprend ensemble par le faire. Donc, on n'apprend pas chacun de son côté et en essayant de couler les autres au passage, par la collaboration, etc. Et en tout cas, pour moi, ça participe à la définition d'une autre forme du coup d'éducation et de système dans lequel j'espère on a plus de liberté d'être soi et plus de liberté de suivre ses propres ambitions. Ensuite, alors ça, c'est un truc qui m'intéresse vachement. C'est une autre manière de combattre les stéréotypes, c'est de combattre les stéréotypes par les stéréotypes. C'est aller vraiment casser justement ces stéréotypes et les attaquer. Et moi, j'adore dire que en fait, les stéréotypes qu'on a sur le dev, le fait de parler à personne, de pisser des lignes de code, etc., en fait, pour moi, au fond, ça va exactement à l'encontre de ce que c'est être un bon ou une bonne dev. Pour moi, il faut revenir aux vraies valeurs, aux valeurs principales de ce que c'est le développement.
Et si on fait ça, si on fait ce jeu-là de dire, et si on le montrait sous un autre jour, et ça ne veut pas dire que c'est des moins bons ou moins bonnes. Enfin, au contraire, pour moi, c'est plutôt des bonnes pratiques qu'on va montrer. Bah, peut-être qu'on va attirer des nouveaux talents et ça fera du bien à tout le monde, notamment aux entreprises tech. Un premier point sur les core values du dev que je trouve qu'on ne montre pas assez, c'est la dimension de création. Et nous, on met vachement en lumière dans la façon dont on recrute. On adore parler à des personnes qui ont vraiment une création, quoi. C'est des musiciens ou des musiciennes, c'est des personnes qui adorent dessiner, etc. Il y a plusieurs points. D'abord parce que le développement, c'est un outil créatif. Pour moi, c'est après l'écriture, la peinture, bah maintenant, on a le code, quoi. Parce qu'avec un programme, on crée quelque chose qui a une utilité. Parfois, c'est de plus en plus rare dans les boîtes, mais on part de zéro, on part d'une page blanche, comme un artiste. On va pratiquer dans l'apprentissage un geste, comme on apprend au début à faire des traits ou ces gammes dans la musique. Et puis, à force de le pratiquer, en fait, on va les assembler, ça va faire une vraie symphonie, comme un programme, etc. Donc, il y a une dimension à la fois de vue stratégique, de découpage du problème, de comment on va faire les choses, avec une dimension de pratique du geste en amont, et puis à la fin d'un outil, d'une vraie œuvre créative, quoi, qui apparaît à partir de rien, quoi. Au fond, quand on code, on part de rien. Et du coup, je trouve que cette dimension de création, on devrait beaucoup plus la montrer dans le code parce qu'on s'attaquerait à un autre type de personnes. Et d'ailleurs, nous, en disant ça, on a des personnes qui ont fait des études d'art à ADA et c'est assez amusant de se dire qu'il y a d'autres parties de la population qui n'ont pas peur de partir de rien, qui n'ont pas peur de se débrouiller, qui n'ont pas peur de de relever les manches et de se lancer, etc. Et avec une certaine application aussi à faire un beau programme. Et j'entends quand même vachement souvent des devs me dire, quand je regarde mon programme, il fonctionne, et quand je vais dans des petits programmes à l'intérieur, c'est un peu comme si j'avais regardé la main d'un tableau d'une personne, etc. Et oh là là, mais qu'est-ce qu'on y a mis du temps sur cette main, qu'est-ce qu'on y a mis de l'attention, parce que c'était vraiment une partie complexe du tableau, mais voilà, on l'a fait, etc. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très créatif qu'on devrait beaucoup plus montrer, et même dans l'organisation, l'apprentissage, la pratique, et le travail de groupe également, qui est hyper intéressante. Deuxième point pour casser ces stéréotypes de la tech, c'est la dimension de communication du code. Il y a, oui Pierre, entre le code et la poésie, d'ailleurs sur la création, je ne l'ai pas dit, vous connaissez ce livre, je n'ai pas envie de dire, c'est Raymond Queneau qui avait écrit une même histoire de 10 manières différentes dans un style différent. C'est exercice de style, je crois que ça s'appelle comme ça. Et il avait écrit la même histoire avec 10 styles différents, pour montrer déjà, il y a plein de styles d'écriture. Et il y a quelqu'un qui l'a sorti, je suis désolée de ne pas avoir une référence plus précise, je crois que ça s'appelle Coding with Style. Et voilà, exercice de style. Donc ça, c'est la version littéraire. Et il a été décliné dans un code où, en fait, c'est une femme qui l'a écrit. Et elle a écrit le même programme de 10 manières différentes. Et ce programme, il fait la même chose, mais elle l'a écrit dans un style différent. Et c'est ça aussi que je trouve génial. C'est qu'en fait, on écrit un programme 99. Ok, excusez-moi. Je ne sais pas si elle l'a fait dans 99. Donc, c'est là où mes références sont challengées, mais merci de les préciser. Et en tout cas, je sais qu'il a été décliné du coup dans un programme, et c'est hyper intéressant de se dire aussi que chaque programme, en fait, est un exercice de style et l'expression d'une créativité personnelle et individuelle. Et il y a jamais vous le savez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Il y a sa propre manière de faire. Et donc, du coup, ça veut dire que c'est intrinsèquement créatif. Voilà, du coup, sur effectivement les parallèles, en tout cas, à quoi ça me faisait penser sur le code et la poésie. D'un point de vue de la communication, il y a aussi cette dimension, donc nous on dit tout le temps, le code est un outil social, enfin la programmation est un outil social, la programmation est un outil social. Pourquoi? Déjà parce que au fond, au fond, en fait, on passe beaucoup plus de temps à coder, non pas à coder, mais à disséquer le problème, le comprendre, expliquer, communiquer avec son équipe, le documenter, review le code des autres, le cleaner, le refactoriser, etc. Bref, en fait, le code, c'est un outil qui est profondément
humain qui demande énormément d'empathie des autres, au fond, et qui a besoin justement de cette communication entre les personnes. Il faut casser cette idée que c'est solitaire, on colle jamais pour soi, rien que pour soi, tout seul. Et exactement, ouais, pardon. Et du coup, il y a vraiment cette dimension de communication, d'empathie, et donc effectivement de la bienveillance dans les manières de faire et écrire des code reviews. On a un cours à sur, enfin c'est pas un cours, mais un exercice sur la revue de code bienveillante. Mais effectivement, en fait, il y a vraiment une dimension humaine qui est capitale, en tout cas pour qu'un projet technique fonctionne bien et sur le long terme. Et vraiment, c'est un métier collaboratif, collectif. On essaye vachement de le montrer pour toucher des nouvelles personnes. Voilà, c'est pas forcément ce que vous pensez. C'est pas un truc de personne qui parle tout seul dans son coin. Ouais, et on fait plein d'exercices de code, de lecture de code. Et d'ailleurs, nous, on dit que le code, ça s'apprend comme une langue vivante. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mécanismes qui sont similaires à avoir une langue. Il y a des dimensions de logique, certainement, mais on n'a pas besoin d'un PhD en maths. Et en fait, il y a des mécanismes que tu mets pour apprendre une langue vivante qui sont similaires avec la programmation. Et tu fais de la lecture de code, c'est hyper important. Et donc, du coup, on a des exercices de lecture de code, d'explication de code, de présentation de code, etc. J'en oublie peut-être plein de choses, mais ouais, j'avance. Le contexte aussi sur le code. Donc, on a aussi l'impression, à nouveau, de ce truc un peu déconnecté, hors sol, en fait, de la programmation hors sol. À nouveau, ça, c'est pas du tout, en fait, faire de la bonne programmation que de coder hors sol. Il y a vraiment une dimension, un programme répond à un problème de la vie réelle rencontré par des vrais utilisateurs et des vraies utilisatrices dans un certain contexte qui nécessite un certain nombre de choix techniques. Et ça, en fait, à nouveau, c'est important de... Enfin, moi, je trouve que c'est hyper intéressant de le montrer pour plaire à de nouvelles personnes. C'est qu'on est face à en plus des générations, on a plus en plus envie de faire, avoir de l'impact, changer les choses, etc. Mais en fait, le code, c'est le meilleur outil pour le faire. Et il faut reconnecter le code, la programmation, avec son utilité, son ancrage dans le réel, pour du coup montrer que c'est vraiment pas du tout ce qu'on pense et que les personnes qui finalement, on pourrait dire celles qui vont dans des métiers de service, de soins, etc., mais en fait, apprenez à coder, vous allez rendre service à beaucoup de personnes et vous allez devoir énormément étudier c'est quoi un problème, comment on le résout et être à l'écoute en fait du problème que vous résolvez. Donc ça aussi, je trouve que c'est quelque chose à montrer. En plus, à nouveau, c'est comme ça qu'on fait du bon code. C'est recontextualiser le code, lui remettre. Le code est un outil au service d'autre chose. Donc c'est un peu les trois choses qu'on dit. C'est le code est un outil au service d'autre chose. Le code est un outil social et le code est une langue vivante. Et le code est un outil créatif. Voilà, montrer un peu, casser avec ces stéréotypes qu'on peut avoir dessus et qui sont néfastes pour les talents qui s'orientent et en plus qui sont néfastes pour les projets techniques également. Voilà pour les core values du code, on pourra en rediscuter. Enfin, je pense que c'est trop intéressant d'en parler avec vous et aussi vos références. Donc, on a cassé les stéréotypes. Donc, on a informé les jeunes on a informé sur l'histoire de la programmation. On les a éduqués à avoir confiance en eux et elles, quel que soit qui qu'ils soient, et leur dire que c'est bon, vous pouvez faire ce que vous voulez. On a, je sais plus ce que c'était mon premier, on a cassé les stéréotypes autour de la programmation, on les a rapprochés de quelque chose de plus accessible, et on a globalement dit aux entreprises ou aux écoles de code, montrez que vous voulez ouvrir la diversité, parce que c'est quand même des messages plus positifs. Donc là, on commence un peu à les rassembler, à les attirer vers nous. Maintenant, c'est comment on les garde, quoi. Il y a quand même une dimension de culture. C'était ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une dimension d'amont, mais il y a aussi une dimension d'aval sur comment on change la culture. Cette culture, elle se fait par, à nouveau un peu ce que je dis sur l'éducation, je pense, des réflexions autour de la réussite d'une équipe, comment elle fonctionne, comment elle interagit, comment ils communiquent entre elles. On parlait justement de ces histoires de revue de code bienveillante, de la bienveillance dans une équipe, et c'est hyper important pour garder l'inclusion, et ça marche aussi à nouveau sur tous les types de minorités. C'est comment on change une culture pour qu'elle soit plus inclusive, où chacun et chacune puisse s'y épanouir et progresser, quelle que soit son origine, son genre, etc. Et ça, je pense qu'il y a un énorme travail à faire de déconstruction. On est en train de sortir une formation pour les entreprises sur ça, sur en gros comment former vos devs, vos leads à être des leads plus
meilleur pédagogue pour les juniors, donc plus patient, et plus ouvert à l'inclusion. Et il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Nous, c'est un truc qu'on est en train de vraiment travailler en lien avec comment on forme nos encadrants, nos profs à ADA. Et d'ailleurs, si vous êtes des devs et des freelances qui cherchent à devenir chercher une mission justement qui a du sens et à vous former sur ces problématiques-là, venez chez nous. On a une offre ouverte en ligne en ce moment. Donc voilà, mais nous, on forme nos encadrants à savoir comment on va dire, cultiver cette culture de la diversité, de la pédagogie, de l'apprentissage continu. Et ça, c'est aussi un truc qui vient de plus en plus. J'ai fait une conférence pour Le Bon Coin, qui fait une conférence le 4 mars là-dessus sur comment favoriser une culture d'apprentissage continu. Et voilà, donc favoriser cette culture, pour moi, ça passe par l'apprentissage, la bienveillance. Et je pense aussi repenser à c'est quoi la réussite, c'est quoi le succès. Voilà. Et enfin, dernière solution, le féminisme. Voilà, tout simplement. Moi, c'est important pour moi de vous en parler aujourd'hui. Il ne faut pas voir le féminisme comme seulement un mouvement de personnes en colère. Ça l'est un peu, hein, mais forcément. Black Lives Matter est un mouvement de personnes en colère et elles avaient le droit de l'être. Le féminisme l'est aussi. En tout cas, ce que je veux dire par le féminisme, c'est la réflexion sociologique. On n'a pas fait de sociologie dans le système traditionnel. C'est un peu dommage. On fait de l'histoire, on fait de la philosophie, mais c'est un peu à la traversée de ça, la sociologie. C'est en quoi, en gros, c'est analyser les comportements discriminatoires, les comportements inégalitaires aujourd'hui qu'il y a dans la société, les comportements et le système qui est en place, et comment on peut le faire évoluer pour non seulement casser ces stéréotypes, conserver la diversité, pouvoir s'épanouir qui qu'on soit et où qu'on soit, avoir plus de liberté dans les choix qu'on fait. Et je pense vraiment au fond que le féminisme, ça se bat pour ça. Ça vous permet d'être un homme plus libre, ça vous permet d'être une femme plus libre et d'avoir accès à la réussite qui vous convient. Donc pour moi aussi, et je trouve ça passionnant en fait, moi le féminisme, il y a beaucoup d'histoires dedans, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. Et en fait, quand on commence à mettre le nez dans ces recherches et ces bouquins, on se fait « Oh, tout prend vachement de sens !» Et vraiment, c'est quand même vraiment bien documenté. Il y a beaucoup de bons livres que je pourrais vous recommander si ça vous intéresse. Mais ça permet de prendre de la hauteur sur justement cette dimension de stéréotypes et de comment on peut les faire changer sur le long terme pour construire une société. Ça, j'aime bien aussi, c'est un mouvement féministe qui dit le but, c'est pas de devenir des hommes. On n'en veut pas de la moitié de votre tarte pourrie. C'est plutôt de reconstruire un système dans lequel on se sente mieux tous. Et je pense qu'il y a vraiment un sujet de le reconstruire en ce moment. On le voit bien. Donc voilà, le féminisme et tous ces mouvements. D'ailleurs, le féminisme intersectionnel est hyper intéressant à regarder voilà, sur ces réflexions autour de la société de manière plus macro-historique et les tendances de fond. C'est hyper intéressant pour recontextualiser. On ne dit pas seulement aux femmes « Allez, venez coder ». C'est un peu plus complexe que ça, malheureusement. Mais on peut tous et toutes être des porteurs de ce changement pour tout le monde et qui sera libérateur pour tout le monde. Voilà, et donc du coup la conclusion, c'est construisons un nouveau stéréotype, construisons un nouvel archétype, sortons de cette dimension du hoodie, bref, ce truc un peu cliché de la personne qui parle à personne et qui a un sweat à capuche. Et en plus, je pense que ça fait du mal à la profession et ça fait du mal au secteur de la tech. Voilà, merci beaucoup. Vous n'hésitez pas à avoir des questions. Merci beaucoup, Chloé. C'était vraiment passionnant. Je pense que tout le monde sera d'accord. Donc, cette Malte Academy, elle sera disponible en replay si jamais vous êtes arrivé en cours de route, que vous avez raté le début. Je vous conseille vraiment de consulter justement le replay qui sera accessible d'ici une petite semaine. Je vous ai partagé également, parce que tu as parlé tout à l'heure, vous étiez en train de chercher des encadrants pédagogiques qui ont une expertise justement en développement. Donc, je vous ai partagé le lien si vous souhaitez justement proposer votre candidature en freelance. Tu me confirmes, Chloé, que vous êtes toujours en recherche? Ouais, on recherche des freelances toujours. Super. Alors, on a des questions peut-être. Est-ce que tu y as accès sur l'onglet questions?
Du coup, Thomas qui nous demande, avez-vous pu découvrir ou démontrer des effets concrets, voire mesurables de la diversité et de l'inclusion au sein des équipes techniques? Par exemple, la présence des femmes et ou des personnes racisées a-t-elle un impact sur l'éthique des algorithmes conçus ou est-ce une vue de l'esprit? Alors, on a vu, moi, à titre personnel, à Ada, déjà, par rapport à ce que je vous ai dit, c'est nous, on a fait un truc genre Signal, école féministe, remarketing, des postes, enfin des jobs de dev avec ce que je vous ai raconté. Nous, dans les faits, aujourd'hui, on a 70% de candidatures féminines. Donc, ça veut dire que déjà, les signaux et ces déconstructions fonctionnent. Alors ça, c'est juste sur ce que je vous disais sur l'amont. Sur les effets de la diversité, nous, à titre personnel, c'est tôt pour le dire. Et de toute manière, on n'aura pas des éléments de comparaison vu qu'on est une école qui s'est créée là-dessus. Je pense que ça pourrait être hyper intéressant de le poser à des écoles qui font des gros travaux dessus en ce moment. Donc, par exemple, l'école 42, où Sophie Vigée fait un énorme travail de fond sur la diversité au sein de 42. Peut-être qu'il faudrait demander à Sophie Vigée, dans 5 ans, qu'est-ce qu'elle a pu voir et d'observer à l'intérieur de l'école depuis qu'en fait, il y a ce travail de rééquilibrage. En tout cas, ça, c'est d'un point de vue des écoles. Un point de vue des entreprises, ce que je disais sur un peu ce qui a été mené, pareil, ça, c'est pas moi qui l'ai mené, c'est des études qui le montrent en termes de performance, en termes d'économie, en termes de performance et en termes de rétention des talents. Donc ça, c'est des choses qui ont été prouvées. D'un point de vue d'un point de vue algorithme ou d'un point de vue conception, je veux dire, c'est assez évident de se dire que, par exemple, j'avais vu, c'était sur Twitter, il y avait quelqu'un qui avait posté un tweet en disant que, en gros, sur Strava, l'application de running, tu peux demander à la personne que tu croises, voir son parcours de course. Et en fait, du coup, quand tu te retrouves à faire ton running en tant que nana à 22h, forcément, tu pars de chez toi et tu reviens chez toi. En fait, avec les gens sur ce travail qui tombent dans leur réseau, mais je crois que je ne sais plus trop comment c'est verrouillé cette histoire d'amitié sur Strava. Mais en fait, quelqu'un peut voir à quelle heure tu sors, où tu habites, et en gros, te suivre, quoi. Et ça, par exemple, c'est un biais de conception de se dire, en fait, les personnes autour de la table qui s'est posé la question de que ça pouvait être dangereux, en fait, de faire une chose pareille, et que, en fait, les meufs qui courent et qui sont agressées, c'est, je veux dire, le pain quotidien, malheureusement, des femmes, quoi. Et donc, je pense qu'il y a... je vais te répondre à un truc un peu, du coup, spontané. Je pense que ça aurait pu être évité s'il y avait eu plusieurs personnes autour de la table. Et il y a beaucoup d'algos, donc je crois que c'était pareil... après, dans la dimension des algos de machine learning, c'est différent, quoi. C'est qui a pris quel set de données et a oublié une personne racisée dans son set de données. Et donc, du coup, il y a un super épisode qui s'appelle En bref, de la série En bref, qui est sur Netflix et sur pourquoi coder. Et elle te dit, si vous dites à un algo de machine learning que ça c'est une fête, ça c'est une fête, ça c'est une fête, ça c'est une fête, mais que sur vos photos de fête, il n'y a jamais une personne racisée, en fait, elle va se dire que les personnes racisées n'ont pas le droit d'aller dans des fêtes. Et ça, c'est la conclusion qui se dit. Donc, moi, j'ai pas d'exemple concret, mis à part cela que je te dis de la vie courante, je crois que c'est LinkedIn qui avait fait un screening des CV automatique et en fait, ils se sont rendus compte que le screening était sexiste et en fait, ils sélectionnaient moins les CV de femmes. J'ai vu plutôt des biais de l'autre côté, des biais des choses qui ont montré que ça fonctionnait. Faudrait qu'on en trouve des bons exemples. Mais bon, a priori, c'est des personnes qui ont pas fait les erreurs avant, ou alors qui les ont corrigées. Ça serait intéressant de voir des personnes qui ont corrigé leurs erreurs grâce à ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles les boîtes tech recherchent à recruter plus de diversité. C'est qu'en fait, sinon, le produit, in fine, ne ressemblera de moins en moins à leurs users, quoi. Deezer, avec qui on bosse, nous a dit ça. Nous a dit, en fait, si nous, l'application, Deezer, c'est pour tout le monde. La musique, ça doit intégrer tous les goûts. C'est par essence quelque chose de divers. Si on commence à ne plus se poser la question de la diversité de nos utilisateurs, en fait, on créera un produit qui correspond pas à ce qu'on veut faire, quoi. Pourrais-tu tu me diras, Thomas, c'est un peu une réponse de normande que je te fais, parce que j'ai pas de réponse sur des personnes qui l'ont mis en place et qui ont vu la différence. J'espère qu'on pourra voir ça avec les politiques qui sont mises en place. Et au-delà de ces études qui ont montré que, en fait, quand vous avez des gens diversifiés, vous faites plus d'argent.
tout simplement. Pourrais-tu nous recommander une référence bibliographique sur l'histoire de la programmation qui nommait le rôle des femmes? Je te recommande Les Oubliés du numérique. Alors, il est assez engagé, il y a quand même une grosse partie sur la programmation, mais Les Oubliés du numérique de Isabelle Collet. Il est top et c'est trop bien. Elle te déconstruit un certain nombre de justement de la programmation. C'est hyper intéressant, par exemple, donc en Asie du Sud-Est et au Maghreb, les postes de dev sont occupés en grande majorité par des femmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, là-bas, coder, ça ne demande pas de force physique, ça permet d'être à la maison et du coup de s'occuper des enfants. Et ce qui est hyper amusant, c'est de savoir que, en fait, dans des pays occidentaux comme les nôtres ou d'autres pays, on a fait une interprétation d'un même métier hyper différente et du coup, on l'a rendu genré. Et par exemple, on pourrait se dire aussi la même chose sur infirmière. C'est un métier qui prend des nuits et jours, qui demande de la force physique, qui est hyper, enfin, d'une certaine manière violent. Mais en fait, on pourrait dire que l'infirmière, c'est vraiment un métier d'homme, quoi. Et Isabelle Collet déconstruit un certain nombre de choses comme ça. Et elle donne pas mal de billes sur des femmes qui ont marqué l'informatique. Voilà, donc je vous le recommande, je vous le mets. Isabelle Collet, c'est assez drôle, c'est accessible, enfin, elle est assez, elle a beaucoup d'humour, donc c'est assez sympa à lire. Au-delà, je lis à haute voix du coup des messages. Non, je lis pas à haute voix les messages parce que, hop. Merci Claire pour du coup pour ta référence sur le livre. En plus que je ne connais pas, donc je vais aller acheter de ce pas. J'ai l'impression que l'exclusion, donc c'est une question de Nabil dans les questions, j'ai l'impression que l'exclusion est plus présente lors de la scolarité. Je dis ça du côté d'elle, c'est assez frappant le peu de développeuses. En revanche, du côté des métiers où les collabs arrivent plutôt après des reconversions, expérience le test, c'est moins frappant. As-tu la même impression? Je pense qu'il y a effectivement quelque chose dans l'école, et c'est pour ça qu'on s'est positionné sur l'école, de quelque chose de très violent dans la scolarité et l'éducation. Bon, c'est lié aussi à la maturité des profils et au peu de recul qu'on a sur les choses. Je pense également qu'il y a dans l'entreprise aujourd'hui de plus en plus d'actions qui sont, on va dire, de barrières qui sont mises pour ne plus avoir ça. La dimension de la reconversion, il y a de plus en plus de diversité dans les entreprises qui sont justement effectivement rattrapées en se disant on va aller prendre des profils en reconversion. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, et d'ailleurs pareil, c'est un truc qui a permis à 42 de vachement diversifier ses profils en termes de genre, ils ont fait sauter la limite d'âge de 30 ans. Et en fait, en faisant sauter cette limite, ils se sont retrouvés avec plein de femmes en reconversion qui venaient parce que du coup, on n'avait pas été sociabilisés, on ne s'est pas orienté dans le code, on est arrivé en entreprise, on s'est retrouvé peut-être parfois dans des fonctions support, on a commencé à voir le monde de l'entreprise, à comprendre, c'est aussi un problème dans l'orientation en France, c'est qu'on connaît mal le monde du travail. Donc là, on se retrouve dans le monde du travail, on commence à le connaître, on commence à identifier les métiers qui recrutent, qui payent bien, dans lequel il y a des perspectives à la fois d'évolution et de changement. Du coup, il y a un processus aujourd'hui de plus en plus accepté qui est la reconversion et de se dire, bon, du coup, je vais y aller, quoi. Et donc, du coup, on a plus de femmes, on le voit, du coup, sur, par exemple, la statistique de 42, des femmes qui viennent se reconvertir et donc, du coup, qui permet d'augmenter les statistiques féminines. Et du coup, ça permet après qu'elles viennent dans l'entreprise et qu'elles y instaurent cette diversité. En plus, c'est hyper intéressant. C'est une diversité en termes d'âge et d'expérience qui, à nouveau, est hyper riche dans le fait de casser les codes, sortir de cette culture, un peu insider culture, etc. Et qui sera hyper riche pour les entreprises. L'âge, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, on peut parler d'origine sociale, raciale, de genre et d'orientation, mais il y a aussi l'âge en termes de diversité et c'est hyper intéressant. Donc, je pense qu'effectivement, sur les écoles d'informatique, et nous, c'est pour ça qu'on s'est positionné comme ça sur Rada, c'est qu'on a les bootcamps qui font de la reconversion, sur des technos précises, mais en fait aujourd'hui les écoles d'informatique elles sont un peu piégées dans cette marque, dans cette message en fait traditionnel. Et nous l'objectif avec Ada c'était de créer cette école d'informatique avec un programme complet, mais qui viennent un peu faire table rase de ces clichés et de ces stéréotypes et de rappeler que en fait aujourd'hui pour si tu veux la génération qui veut entreprendre, être à son compte, changer le monde et faire et créer, en fait, il faut leur dire que le code, c'est le meilleur endroit, quoi. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas,
en ouvrant cette diversité des profils et en nous adressant à un plus grand nombre, après le bac notamment, ou en réorientation ou en reconversion. Notre moyenne d'âge est 25 ans. Donc voilà, et je pense que dans l'entreprise, il y a peut-être de plus en plus d'attention qui sont faites. Néanmoins, tu vois, effectivement, les gates chez le Gamergate, etc., avec Ubisoft, montrent qu'il y a quand même pas mal d'entreprises dans lesquelles il y a du boulot à faire sur et la diversité et l'inclusion. Et nous, on le voit quand même aussi, même sur les profils en reconversion. Il y a pas mal d'agisme, il y a pas mal de freins sur les profils en reconversion qui ont du mal à trouver des jobs. Et vraiment, ça, c'est quelque chose de très frustrant, hein, parce qu'on se dit que c'est la meilleure solution pour avoir la diversité. Et il y a quand même encore beaucoup de boîtes. Ah non, on ne sait pas faire la reconversion. Ah non, on ne sait pas faire les juniors. On veut des grandes écoles d'ingénieurs qui ont 2 ans d'expérience. Donc, il y a encore du travail à faire, je pense, justement, sur cette pédagogie et c'est pour moi cette formation des devs en entreprise à accompagner plus de juniors, de diversité et pour moi c'est largement lié aussi à la diversité à la place des femmes dans la tech. Je pense que c'était la dernière question. Et puis, écoute, le timing est quasiment parfait. Il va être 14h. Je ne sais pas si tu voulais une nouvelle fois parler de Dada ou est-ce que tu voulais faire une petite conclusion? Je vais faire une conclusion totalement commerciale du coup. Allez. Non, mais déjà, merci beaucoup de votre attention. Si le projet vous parle, que ce soit vous en tant que free pour y contribuer et justement accompagner cette nouvelle génération, cette diversité, que ce soit vous en tant que personne qui connaissez quelqu'un qui a envie mais qui n'ose pas, etc., envoyez-nous. Si vous connaissez, je sais pas, vous êtes plutôt free, mais une entreprise qui a envie de recruter des talents diversifiés, et voilà, parlez-leur de nous. Voilà, chaque brique fonctionne, chaque brique marche, donc n'hésitez pas à contribuer et voilà. Et puis moi j'espère vous revoir, c'était chouette d'échanger. C'est passé hyper vite, mais j'espère pouvoir vous revoir. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux ou sur notre newsletter ou que sais-je encore. Voilà, ou de m'ajouter sur LinkedIn. Vous serez spammé régulièrement par ce qu'on fait. Merci Chloé. Alors il y a une petite question de Pierre qui est un ancien melter développeur front, donc du coup qui travaille avec nous, qui demande est-ce que tu peux présenter rapidement ce que vous attendez des enseignants chez Ada? Ouais. Donc nous on est une formation polyglotte, donc ça veut dire que déjà en termes de techno, on n'a pas d'attente sur les technos. Par contre, ce que ça veut dire, comme on n'a pas d'attente sur les technos, que les élèves vont changer régulièrement de techno, parfois même dans la même semaine sur une même notion, on a besoin de profils suffisamment expérimentés et à l'aise pour switcher et du coup switcher. Alors ça ne veut pas dire que vous devez être des experts dans toutes les technos, c'est pas l'idée. De toute manière, c'est pas du tout l'idée du code et vous le savez. Mais c'est que voilà, vous avez cette méthodologie perso interne pour pouvoir switcher et suffisamment d'expérience technique. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est l'expérience également, idéalement en termes d'accompagnement des juniors. Est-ce que c'est une expérience de management, de mentoring, de coaching, d'enseignement, que sais-je encore, mais qui montre voilà, une coloration, une appétence, une expérience vers la pédagogie, quoi, en fait. C'est globalement ça. Et puis après, nous, on discute, vous allez le voir sur l'offre, mais globalement, c'est les 2 choses qu'on attend, c'est polyglottisme, envie de transmettre envie de transmettre et évidemment ouverture à la diversité. C'est pas pour qu'on se prenne des blagues des profs, ça marchera pas entre nous, c'est logique. Voilà. Bienveillance. Écoute, je pense que nous avons terminé. Merci beaucoup, Chloé. Donc, du coup, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais le replay sera accessible d'ici quelques jours. Donc, si vous avez raté le début, vous pourrez reprendre l'intégralité de ce webinaire. Chloé, je crois que la prochaine fois, c'est Malte qui vient présenter justement la plateforme et ce que c'est d'être freelance, comment on fait pour trouver ses premiers clients auprès des étudiants ADA. Donc, hâte de pouvoir vous retrouver. Et puis, bonne journée à tous. Bon week-end comme il arrive dans quelques heures. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bon week-end. Bon week-end. Au revoir. Bon code à tous.